Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est la matinale de ce jeudi 12 juin 2025. Ensemble jusqu'à 10 h pour cette émission matinale avec notre ami Najla Trabelsi à la direction technique. Et puis évidemment, nous, notre chroniqueur et docteur Mouaz Chérif pour sa chronique de l'enfant. On va parler ce matin de comment faire face à l'échec scolaire. Focus enfant par Mouaz Chérif. Focus enfant, focus enfant. Bonjour. Bonjour Sler. Bonjour Moaz, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va. Je suis très content de faire cette émission avec toi ce matin et on souhaite un grand bonjour à tous les petits citoyens et à toutes celles et tous ceux qui sont en train de nous écouter. Et à tous les parents aussi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ils sont impliqués directement. Ils sont impliqués directement et aujourd'hui on va faire un petit reproche, que ce soit au système, aux parents, à tout le monde, pour comment on gère l'échec. Nous sommes au lendemain des épreuves du baccalauréat. Je le rappelle, c'est le seul examen national qui va évaluer tous nos enfants qui arrivent à cette échéance et c'est une épreuve extrêmement importante dans la scolarité et dans la vie de nos jeunes et de nos adolescents, mais aussi, comme tu le dis si bien, dans la vie des parents. Évidemment. Parce qu'on accorde tellement d'importance à cette épreuve, on a tellement d'espoir, on a tellement de projets accrochés à la réussite de cette épreuve que un énorme stress pèse sur les épaules de nos enfants. Et cela commence bien avant, pendant toute cette année, c'était un harcèlement, c'était un bachotage durant toute l'année pour faire tout son possible pour réussir. La réussite d'un enfant au bac, d'un adolescent au bac, n'est pas seulement sa propre réussite, mais la réussite de l'investissement de toute sa famille. Ce qui fait que les petites épaules de nos adolescents portent l'espoir de toute leur famille, ce qui rajoute à leur propre stress, le stress de leurs propres parents par projection. Donc ils entament ces épreuves et au lendemain de ces épreuves aujourd'hui, ils vivent un véritable état d'angoisse parce que non seulement ils ont envie, bien évidemment, de réussir chacun d'entre eux, mais en plus de ça, ils ont envie de faire plaisir à leurs parents et on imagine ce que un échec peut représenter. Mais il ne s'agit pas uniquement de l'épreuve du bac, il s'agit de toutes les épreuves scolaires et de tout notre système d'évaluation, puisque depuis le plus jeune âge, depuis l'entrée dans le système éducatif, malheureusement, nous avons un système d'évaluation qui est sanctionnel, c'est pas une évaluation qui est formative, et qui n'est pas là pour que l'enfant et la famille et le cadre éducatif détectent les défaillances d'un enfant depuis le début de sa scolarité et qu'on essaie d'y remédier. Non, nous avons un système qui est largement sélectif et qui malheureusement laisse de côté un très grand nombre d'enfants. Pour vous donner une idée des statistiques, sur 100 enfants qui sont inscrits à la première année primaire, il va y en avoir que 50 qui vont arriver au bac. Et sur les 50 arrivés au bac, il n'y en aura que la moitié qui vont réussir et passer l'épreuve du bac. C'est-à-dire que sur les 100 enfants inscrits en première année primaire, nous avons 75 d'entre eux qui ne vont pas avoir un diplôme de fin d'études secondaires. Donc c'est dire le nombre d'échecs qu'accumulent nos enfants tout au long de leur parcours et malheureusement toutes les autres orientations, tous les autres choix sont vécus comme une situation de défaillance. Ce sont des enfants qui n'ont pas pu être au niveau requis par
le système éducatif. Il faut chercher les causes. Hein. Absolument, mais c'est en ça que l'on parle de la façon de gérer un échec. À cet âge, comment est-ce que l'on peut sanctionner un enfant ou un adolescent parce qu'il a défailli à une épreuve et que ça va marquer tout le parcours de toute sa vie. Ceci est inhérent malheureusement à de grands choix qui ont été faits par notre système éducatif et par la marginalisation de beaucoup de filières dans lesquelles un enfant aurait pu réussir et trouver sa voie. Quand on parle d'une épreuve à laquelle on échoue, on devrait considérer cela non pas comme étant une catastrophe et qui va marquer au feu rouge l'avenir de notre enfant, pas du tout. C'est que la voie qui a été choisie n'est peut-être pas la bonne, celle dans laquelle un enfant peut s'épanouir, et il peut y avoir d'autres choix et d'autres orientations. Nous avons un corps de métier au sein de notre système éducatif qui s'occupe d'accompagner l'orientation de nos enfants. Seulement, ce corps de métier est très peu nombreux, très peu connu par les parents et par les élèves, et ces conseillers d'orientation interviennent un petit peu tard dans le parcours d'un enfant. Ce sont des gens qui devraient accompagner tout l'enfant pendant toute son orientation scolaire, et pour pouvoir exercer leur métier de façon convenable, ils doivent être en bon rapport avec les enfants, en bon rapport avec le cadre pédagogique et enseignant du système éducatif, et en bon rapport avec les parents aussi. Mais il faut aussi qu'ils aient les moyens de leur action, ces responsables d'orientation, c'est-à-dire connaître toutes les filières vers lesquelles ils peuvent orienter un enfant et lui permettre de s'épanouir et de trouver ses marques et de pouvoir réussir, parce que ce n'est pas parce que on n'a pas réussi dans un système qu'on est hors circuit et qu'on n'a pas la possibilité de réussir ailleurs. Vous-même, Sler, est-ce que vous pensez que vous allez être un présentateur de radio à l'âge de 10 ans? Absolument pas. Donc, voilà. Moi, dans mon émission Ligne de vie qui passe tous les samedis après-midi, je reçois tout le temps, enfin toutes les semaines, des psychologues et des psychiatres. Alors j'ai posé la question à plusieurs psychologues et surtout des psychiatres, et ils m'ont répondu que malheureusement dans le système éducatif, il y a très très peu de psychologues qui encadrent les élèves, pour ne pas dire il n'y a presque pas, sauf dans les écoles privées. Donc on manque de pédagogues et on manque de psychologues. Absolument. Donc, non seulement c'est une remarque que je voulais attirer ton attention sur ça. Non seulement notre cadre éducatif manque de formation pédagogique, mais d'autre part, il y a de grands choix qui ont été faits par l'État. Par exemple, la scission entre le système de formation professionnelle et le système de formation académique. Il fut un temps où beaucoup d'écoles intégraient à la fois la formation professionnelle et le système académique, je dirais, classique, et beaucoup de jeunes étaient orientés relativement tôt vers la formation professionnelle, et la formation professionnelle n'était pas vécue comme une solution d'échec. Cela permet de valoriser tous ces métiers manuels qui nous manque de façon cruciale et terrible aujourd'hui. Quand vous emmenez votre voiture à réparer, quand vous avez un électroménager en panne, vous ne savez pas à qui vous adresser pour essayer de le réparer. Quand vous avez des problèmes d'électricité, de plomberie, de n'importe quelle situation qui demande une technicité, il y a un manque flagrant de techniciens pour pouvoir intervenir. Et tout cela est inhérent à certains choix qui ont été faits par l'État. Ce qui fait que quand vous avez un adolescent et un jeune qui échoue dans le système d'éducation académique et qu'on oriente vers le système professionnel, pour lui c'est une solution d'échec, c'est une mauvaise solution, gestion de l'échec de la part de l'État, qui ne considère pas que le fait de ne pas réussir dans une voie est peut-être une opportunité pour réviser l'orientation de cet enfant et l'aider à trouver là où il s'épanouira le
plus et il pourra trouver sa voie pour s'intégrer dans la société et pour s'épanouir. Eh bien, que faut-il faire? D'abord, il faut réviser tout le système d'orientation. Il faudrait réévaluer tous les métiers manuels et encore plus élargir tout cela. Il faudrait mettre plusieurs filières avec des vitesses d'apprentissage différentes qui peuvent s'adapter aux capacités d'apprentissage d'enfants différents. Tous nos enfants ne sont pas pareils, tous n'ont pas les mêmes capacités d'absorption de nouvelles informations. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu les intégrer dans le temps voulu, dans le temps imposé et de la façon qu'impose notre système éducatif que c'est un enfant qui est voué à l'échec. Donc les sonnettes d'alarme sont données par les enfants eux-mêmes. Quand vous avez plus de 100 000 enfants en moyenne depuis plus d'une dizaine d'années qui abandonnent le système scolaire, notamment lors des passages des différents cycles, entre le cycle primaire et le collège, et entre le collège et le secondaire, parce que ce sont tout simplement des enfants qui n'arrivent pas à s'adapter et qui ont horreur eux-mêmes de se retrouver dans une situation d'échec et de grande difficulté. Les enfants n'aiment pas se retrouver dans de grandes difficultés. Donc, faute de trouver un soutien, d'autres voies, une orientation qui serait accompagnée, soit comme vous le dites, Slair, par des psychologues, par des pédagogues, ou bien par des conseillers d'orientation, eh bien ce sont des enfants qui vont abandonner le système scolaire. Sur les 100 000 enfants à peu près qui abandonnent le système scolaire, nous avons à peu près un tiers qui va se retrouver dans des formations professionnelles. Mais ce sont des enfants qui rentrent dans le système de formation professionnelle la tête basse, parce qu'ils sont dans une situation d'échec et c'est comme si c'était une orientation de repêchage. C'est parce que tu ne vaux pas grand-chose que tu vas aller vers cette filière et on va essayer de faire de toi un sous-citoyen parce que tu n'es pas capable de répondre aux exigences de l'État. C'est un sentiment très mauvais et qui est profondément dévastateur dans la psychologie de nos enfants parce qu'ils ne les valorisent pas, parce qu'ils ne les mettent pas en avant, parce qu'ils sous-estiment certaines compétences par rapport à d'autres compétences. Alors que nous pouvons très très bien réussir en tant que menuisier, en tant que forgeron, en tant que tailleur, en tant que cuisinier, en tant que animateur de radio, dans les métiers de médias, dans les métiers de technicien des médias. Il y a tellement de possibilités. Pourquoi est-ce qu'on considère que toutes ces orientations sont des solutions d'échec qu'on offre à nos enfants. Donc il y a une profonde révision d'abord du système d'évaluation, ensuite de comment considérer les résultats de cette orientation. Le fait d'avoir échoué à une épreuve ne peut pas sanctionner toute une vie. Ce n'est pas acceptable de mettre dans la tête d'un adolescent de 12, 13, 15 ou 17 ans ou même 18 ans le lendemain d'une épreuve du bac, que c'est un enfant qui a échoué et que tous les efforts qu'il a fait pendant 18 ans n'ont servi à rien. Comment voulez-vous qu'il redémarre? Comment voulez-vous qu'il trouve une autre voie quand il est dans cet état psychologique? Et je crois qu'il y a, Moaz, il y a un héritage, c'est-à-dire les générations précédentes ont inculqué donc à nos enfants le système éducatif classique. Donc, quand l'enfant arrive justement à ne pas s'adapter, quand il ne peut pas s'adapter au système éducatif, il considère justement tout ce qui est professionnel comme un échec, je pense. Je crois qu'il n'y a pas uniquement cela. Il y a les parents. Oui, mais bien sûr qu'il y a les parents. Il y a les parents, il y a l'État de l'autre côté. Oui. Quand l'État lui-même définit une voie royale, et qu'il marginalise les autres voies et les autres orientations. Oui, en tant que parents, vous et moi, nous souhaitons le meilleur pour notre enfant. Nous ne voudrions pas qu'il soit marginalisé et qu'il aille vers ces petites voies secondaires qui ont été décrétées par le système éducatif lui-même et non pas par nous. C'est le diktat à l'origine a été mis par l'État. Lorsque vous voyez, par exemple, que dans le système d'orientation, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, au niveau du secondaire, que ce sont ceux qui ont les meilleures notes qui vont être orientés vers les filières scientifiques et que ce sont ceux qui ont les plus mauvaises notes qui vont se retrouver vers
l'orientation littéraire. Mais ça, c'est des choses qui ont été décidées par les États. Les scores qui définissent la possibilité d'accès à une filière ou à une autre, les barrières que l'on met devant la progression des enfants, ce ne sont ni les enfants ni la famille qui les a mises. Donc déjà, être orienté vers une filière littéraire est considéré comme étant une situation d'échec, même Pas toujours. Voilà. Pas toujours, parce que moi je suis littéraire. Mais bien sûr, on ne parle pas des exceptions, on parle du ressenti général qui est dans la population. Le ressenti général, c'est que les filières littéraires sont des filières secondaires par rapport à filières royales que sont les filières scientifiques. Et aujourd'hui, les barrières sont telles, les difficultés sont telles, que même les enfants n'arrivent plus à accéder et à choisir. Parce que vous voyez les statistiques qui vous montrent le nombre, la baisse du pourcentage des enfants qui vont vers la section mathématique, par exemple, au niveau du secondaire, mais cela n'est que le corollaire de ces difficultés d'apprentissage que les enfants ont accumulées, parce qu'on n'arrête pas de dire que plus de 70% des enfants de 7 à 14 ans, dans le système éducatif, ne maîtrisent pas le calcul. Donc les lacunes viennent de très très loin, et c'est le cumul de ces lacunes qui va amener vers la baisse de performance de ces enfants. On ne peut pas accuser les enfants et lui faire porter la responsabilité de l'échec de notre système éducatif. Or, aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. Nos évaluations sont sanctionnelles, l'attente du système et les exigences sont telles que beaucoup d'enfants n'arrivent pas à accéder à la moyenne requise, alors que le contenu et la manière dont sont éduqués et formés les enfants est déjà un handicap par rapport à ceux qui ont des petites difficultés, et d'une année à l'autre, les petites difficultés s'accumulent jusqu'à aboutir à une situation d'échec. Donc ce que on conseille aujourd'hui à tous les parents, d'abord, c'est de ne pas considérer que les résultats de cet examen national, le seul malheureusement qui reste et qui persiste et va déterminer des choix de vie à nos enfants. Bien sûr que c'est évident de se situer par rapport aux autres dans le niveau d'acquisition de ces connaissances, mais dire qu'il y a mille et une façons de se rattraper, qu'il y a mille et une façons de chercher une autre voie où on peut retrouver l'excellence et retrouver la confiance en soi et trouver sa réussite. Parce que si l'on n'a pas cette charge positive intérieure qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même, vous ne pourrez pas réussir. Si vous partez la tête basse vers une autre filière, vers une autre choix, et que vous êtes porteur déjà à l'âge de 18 ans ou de 19 ans de l'échec de tout un parcours, comment voulez-vous envisager un avenir joyeux, un avenir agréable? Donc ne pas laisser les alternatives comme étant des alternatives de l'échec. C'est des alternatives pour se retrouver soi, pour retrouver ses compétences, pour retrouver là où on s'épanouit le mieux et là où on peut réussir. Donc je crois que avant de parler de l'adolescent lui-même, les parents incombent une très grande responsabilité. Parce que c'est à eux de convaincre leur enfant et de l'orienter et de lui dire, après tout, si tu n'as pas réussi donc dans le système éducatif classique, tu peux trouver ta voie ailleurs et tu seras épanoui, tu verras. Et que l'essentiel n'est pas de répondre à une hiérarchie. Il n'y a pas une hiérarchie dans les métiers. Vous savez, il y a beaucoup d'ingénieurs qui vivent très mal leur carrière professionnelle d'ingénieur. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des licences de droit, et on parle aujourd'hui de ces chômeurs avec des diplômes du supérieur et qui sont de plus en plus nombreux parce que tout simplement, même s'ils ont eu un diplôme, ils ne trouvent pas leur voie et ils ne sont pas épanouis dans ce qu'ils sont en train de faire ou dans ce qu'ils ont acquis. Ils ont un parcours qui s'est prolongé avec 4 années de supérieur et qui aboutit à une situation où ils sont en train de tourner en rond sans trouver leur propre voie. Donc le fait, c'est que s'il n'y a pas de résultats probants
dans une filière, il faut essayer de chercher sa voie ailleurs, et que la réussite, c'est quand on est épanoui et qu'on exerce un métier qu'on aime. On passe tellement de temps dans sa vie professionnelle. Si on est en plus dans la contrainte, c'est qu'on va trimballer un stress permanent avec soi qui va compromettre toute sa vie, pas uniquement sa vie professionnelle, mais sa vie affective, sa vie familiale, sa vie d'homme ou de femme, tout simplement. Donc il vaut mieux être épanoui dans ce qui nous prend le plus grand partie de notre temps pour essayer d'être en accord avec soi-même et en accord avec les autres. Très bien. Le mot de la fin, donc, le mot de la fin. Le conseil magique. Si le conseil magique, c'est que un échec, ce n'est pas l'échec d'une vie. C'est une tentative, mais cela n'empêche pas de faire d'autres tentatives et de chercher sa réussite ailleurs. C'est qu'on n'est pas dans la bonne voie. Il ne faut pas s'entêter et persévérer et refaire son année et s'inscrire après dans une institution privée pour que coûte on pousse cet enfant à avoir absolument ce bac comme si c'était une solution salvatrice qui va le mener vers les jardins de l'Éden. Pas du tout. C'est qu'on est dans une impasse et qu'il vaut mieux peut-être en se retournant un petit peu ailleurs découvrir des horizons qui permettront à nos enfants de s'épanouir. Très bien, Mouaz. C'est terminé. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, jeudi prochain. Ciao. Ok. Focus enfant par Mouaz Cherif. Focus enfant. Focus enfant.